Développement psychomoteur de l'enfant. Un cours de pédiatrie dans le chapitre de développement et croissance. C'est-à-dire dans ce cours qui est fascinant, que j'adore, qui est important, qui est non seulement un cours de culture générale, mais également un cours de pédiatrie et de médecine. C'est un cours où on va voir que à l'âge de 2 mois, normalement, notre enfant, il va sourire. Et donc, on va voir. Il n'y a pas que le sensoriel, bien évidemment. Il n'y a pas que les sens, mais on va voir comment les sens de notre enfant se développent. Et il faut faire la différence entre la maturation et la croissance. La maturation, c'est tout ce qui est qualitatif. C'est les fonctions cognitives et c'est tout ce qui est fonction de cognition et de coordination. Par contre, tout ce qui est croissance, c'est quantitatif. C'est l'hypertrophie, c'est les cellules qui augmentent par exemple. Donc là, on parle d'hypertrophie, on parle de croissance, on parle de cellules qui augmentent, on parle de taille qui augmente, c'est la croissance. C'est voilà. Après, on a la maturation, c'est tout ce qui est cognition et coordination. Donc, on va bien s'entendre. On commence par les définitions. Donc, on a le développement psychomoteur. C'est quoi? C'était un phénomène en fait de maturation et non pas de croissance. Donc, il y a plusieurs facteurs complémentaires et indissociables, psychomoteurs, cognitifs et affectifs. On a le retard psychomoteur, c'est ça qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle le trouble neurodéveloppemental. C'est en fait la non-acquisition de normes de développement aux âges programmés. C'est le cerveau qui ne se développe pas bien au fait. C'est quoi l'intérêt de la question? Déjà, on a le retard psychomoteur au fait. C'est un problème de santé publique. Vous voyez quelqu'un, même dans votre entourage, vous avez remarqué qu'il vous dit: oh, j'ai peur qu'il ne sourit pas, qu'il ne parle pas, qu'il ne marche pas, qu'il n'écrive pas, qu'il ne soit pas à la page. Est-ce que les autres le dépassent? Est-ce qu'il a un problème? Voilà. Est-ce que mon enfant est normal? Si quelqu'un vous dit est-ce que c'est normal, vous devez savoir ça à travers ce cours. Donc, vous comprendrez automatiquement qu'il y a des répercussions sociales et familiales. Donc, le diagnostic d'un retard psychomoteur doit être précoce. Donc, à chaque fois qu'il vient vers vous, examinez pour dépister. C'est le dépistage. La vraie médecine, c'est le dépistage et non pas c'est le dépistage, la prévention et non pas la guérison. Donc, elle doit être systématique au cours des 2 premières années de vie, voire 3 premières années de vie. En fait, les 3 premières années de vie, c'est une course contre la montre, car c'est là que le cerveau se développe. Et je vous ai dit qu'en pédiatrie, le plus important, c'est le cerveau. Donc, l'évaluation du développement psychomoteur devra tenir compte de la variabilité interindividuelle. C'est ce que j'ai parlé. C'est ce dont j'ai parlé. Au fait, quand on compare deux enfants du même âge et on se dit que celui-là marche, l'autre ne marche pas, celui-là parle, l'autre ne parle pas, celui-là écrit et tout, celui-là n'écrit pas. Quand on compare, en fait, c'est pas vrai. C'est faux, en fait. C'est faux de dire que quelqu'un n'est pas normal par rapport à une autre personne. On va au fait, dire que quelqu'un est dans le pathologique et non pas dans le physiologique, il est dans la pathologie s'il dépasse la courbe, car c'est des intervalles. S'il dépasse l'intervalle où il devrait acquérir ça et qu'il n'a pas acquéri ses sens et ses conditions, là on va dire qu'il n'est pas normal. Là on va voir c'est quoi le problème. Donc il y a une variabilité interindividuelle. C'est pas un temps précis. L'exemple, je vous ai donné l'exemple de la marche. La marche, c'est de 9 mois jusqu'à 18 mois. Donc, tout ce palier, c'est la normale. C'est des gens normaux. Une année et demie, au-delà d'une année et demie, là, ce n'est pas normal. Voilà, donc une prise en charge doit être faite pour éviter l'aggravation. Donc, pour le rappel physiologique maintenant, il y a des facteurs de développement psychomoteur. Donc, tout ce processus de développement psychomoteur, en fait, il dépend de quoi? Il dépend déjà du cerveau, de la maturation du système nerveux central. Il faut qu'il n'y ait pas déjà d'anomalie. Il faut qu'il n'y ait pas d'anomalie. euh, il faut qu'il n'y ait pas d'anomalie, comme j'ai dit, anatomique. Il faut qu'il y ait une intégrité. Il faut qu'il y ait aussi des interactions avec l'environnement. La curiosité, il explore tout. Vous voyez, un enfant, il explore tout.
Et surtout, pour qu'il y ait ces interactions avec l'environnement, en fait, il ne faut pas qu'il y ait des écrans avant 4 ans. Avant l'âge de 4 ans, c'est strictement interdit de donner un écran à son enfant pour le laisser. En fait, l'enfant, il doit rentrer avec l'objet, avec tous ses sens. Tous ses sens doivent rentrer avec l'objet, il doit le toucher, il doit le mettre dans sa bouche, il doit jouer avec lui, il doit le casser. Laissez-le s'exprimer. Et aussi, on a, au fait, les facteurs qui favorisent ce développement psychomoteur. On a aussi l'apprentissage par des jeux. On a aussi les facteurs génétiques des gènes. Ça intervient. Il y a des familles où leurs gènes, en fait, ça se développe plus rapidement. Il y a d'autres non. Donc chacun son temps, il n'y a aucun problème. Donc je vous ai dit, il y a 4 trucs majeurs que ce développement dépend de ces trucs-là. C'est au fait là, le cerveau, la maturation du système nerveux central, son intégrité anatomique, les interactions avec l'environnement, l'apprentissage et les facteurs génétiques. Donc, je continue. J'étais en train de parler des facteurs du développement psychomoteur. Maintenant, je vais vous parler un peu des notions, de la notion de stade de développement. Au fait, le développement psychomoteur, il se fait par paliers successifs. Il se fait par stade. D'abord, tenir sa tête, puis s'asseoir, puis marcher, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il évolue selon une chronologie harmonieuse des acquisitions. Le même ordre pour tous les enfants, mais le rythme, il est susceptible d'être physiologiquement variable d'un enfant à l'autre. Ce dont on a déjà parlé, c'est la variabilité interindividuelle. Voilà, donc même quand il y a un retard, il y a une succession toujours. C'est successif, on ne saute pas d'étape. Voilà, mais ne pas conclure bien évidemment un développement anormal facilement sur un seul examen. Pas facile. Plus il est jeune, plus c'est difficile de dire que c'est anormal. On peut suspecter, mais pas par un seul examen, on va dire que c'est bon, c'était un retard. Non. Faut qu'on soit dans des conditions d'examen, ça influence, faut réexaminer, faut faire plusieurs examens et tout. Avant de se prononcer. Voilà, l'âge de vérité, il y a un âge qu'on appelle un âge de vérité, c'est entre 8 à 10 mois. Du 8 au 10e mois, c'est un peu plus évident. Donc, il y a une notion dont je veux vous parler, c'est la notion d'âge corrigé. Pour tous les prématurés jusqu'à l'âge de 2 ans, on utilise l'âge corrigé. C'est pour évaluer le prématuré, c'est pas avec l'âge civil, c'est-à-dire son anniversaire. En fait, l'enfant, il a plusieurs âges de maturation, mais la maturation parfaite d'un cerveau, en fait, quand on fait un examen neurologique, c'est celui qui est né à 40 semaines d'aménorrhée. Donc, le 0, c'est le 40 semaines d'aménorrhée. Donc, 2 mois d'âge chronologique civil chez un prématuré. On va toujours prendre le 40, qui est la référence, moins son âge gestationnel à lui, par exemple 36 semaines. Donc dans ce cas, il aura comme un retard, on va dire, de 4 semaines. C'est-à-dire, son cerveau à cet âge, à 2 mois, c'est celui qu'on prend comme repère. C'est-à-dire, on va dire que dans ces 2 mois-là, il a l'âge d'un autre enfant, en fait, de 2 mois, mais on va soustraire les 4 semaines. Donc, il a en vrai, son cerveau, il a l'âge d'un mois. Parce que notre référence, c'est 40 semaines d'aménorrhée. Lui, il est né à 36 semaines d'aménorrhée. Donc, il y a 4 semaines de différence. On a dit, on prend l'exemple d'un enfant de 2 mois. C'est-à-dire, son cerveau à cet âge, c'est lui qu'on prend comme repère. Il va rattraper après. Cette notion, on l'utilise jusqu'à 3 ans, jusqu'à 2 ans chez le prématuré. Voilà. Donc, pour résumer, tenir compte de l'âge corrigé pour toute naissance inférieure à 40 semaines d'aménorrhée. Maintenant, on va voir au fait, après avoir fait tout ça, après avoir fait ce rappel physiologique, je vous ai donné quand même pas mal d'informations. Là, on va aller vers la construction progressive du système sensorio-moteur. D'abord, je voudrais donner une petite remarque. C'est que l'enfant, il mime. Vous êtes son modèle. Vous êtes obligé de vous éduquer devant l'enfant et non pas l'éduquer, en fait. C'est ça le secret pour une bonne éducation. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire à l'enfant, par exemple, ne tenez pas un téléphone ou un truc comme ça, et vous le tenez. Ou bien lisez des livres et lui, et toi, tu ne lis pas.
En fait, quand il te voit en train de lire, il va lire automatiquement. Quand il te voit éduqué, tu te mets bien à table, tu parles bien, tu respectes les autres, il va les respecter. En fait, c'est toi. C'est ton petit modèle. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Donc, la maturation et la fonction du système sensorio-moteur est résumée dans des étapes principales donnant du sens aux constructions cliniques. Donc, vous voyez ici, donc, la maturation, elle se fait étape par étape. Déjà, on a le contrôle spinal en premier lieu. Le contrôle spinal, c'est-à-dire c'est la moelle épinière, comme vous voyez. La moelle épinière, c'est dès 8 à 10 semaines d'aménorrhée. Puis on a le bulbe rachidien dès la 12e semaine d'aménorrhée. Puis les voies sensitives dès 22 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire quoi tout ça? C'est-à-dire 10 semaines d'aménorrhée à l'intérieur du ventre de la mère, il a sa moelle épinière. C'est-à-dire c'est la motricité, on va dire, endogène. Puis, bulbe rachidien, c'est l'activité des réflexes, les mouvements respiratoires, la succion, la déglutition. Il suce et il déglute. Vous savez que le liquide amniotique, c'est quoi? C'est au fait les urines de l'enfant. C'est ce qu'il mange, puis il va sucer et tout, puis il va déglutir, et voilà, il va cracher ça sous forme de liquide amniotique. Donc il y a des mouvements respiratoires, il y a une certaine, c'est grâce au bulbe rachidien, puis on a les voies sensitives. Mais elle n'atteignait pas bien sûr le cerveau hémisphérique jusqu'à 28 semaines comme vous voyez. Puis on a le contrôle supraspinal. Le contrôle supraspinal peut être décrit schématiquement en deux systèmes, dont la maturation est distincte. On a le système sous-cortico, comme vous voyez, sous-cortico-spinal, ou système inférieur ou bien extra-pyramidal. Il est connecté au cervelet. On a mésencéphalique aussi, archaïque dans l'évolution. On a les fonctions antigravitaires, les réflexes primaires, la quadriflexion. Sa maturation est précoce dès 24 semaines d'aménorrhée en direction ascendante. Ça veut dire quoi en direction ascendante? C'est-à-dire, on est en train de monter et non pas de descendre. Ok? Elle est ascendante. Puis on a le système corticospinal, ou système supérieur ou pyramidal. Celui-là, il comprend le cortex hémisphérique, la substance blanche hémisphérique, les noyaux gris centraux. On a aussi l'encéphale, contrôle tonus. Celui-là, il contrôle tonus postural, la disparition des réflexes primaires, le contrôle du système sous-cortical. Et celui-là, sa maturation, elle est tardive au fait, en direction descendante celui-là. C'est-à-dire celui-là, c'est en direction descendante, très rapide, entre 32 semaines d'aménorrhée et 2 ans, plus lentement jusqu'à 12 ans. Ça veut dire quoi tout ça? On va voir ici un schéma. Vous voyez ce schéma, on a la maturation précoce ascendante et on a la maturation plus tardive. Vous voyez donc en A, on a la maturation précoce ascendante du système inférieur de 24, entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée. Donc là, vous voyez que la maturation, elle est ascendante. Elle touche les pieds, puis en haut. Mais là, on a la maturation plus tardive, plus prolongée, descendante du système supérieur. Donc là, elle va plutôt d'en haut en bas. Ça, il faut comprendre tout ça. Donc maintenant, on va parler de l'évaluation du développement psychomoteur. Comment on va évaluer? Donc, bien sûr, il doit être calme, modulé à l'âge, tenir compte de la variabilité interindividuelle, etc. Donc, on va voir les acquisitions motrices et posturales, c'est-à-dire le tonus. On va voir les acquisitions manuelles, préhension puis graphisme, les acquisitions du langage, compréhension puis expression, les acquisitions sensorielles, et on va voir aussi le sommeil et les contrôles sphinctériens. Le développement intellectuel et affectif, bien sûr. Tout ça, on va l'évaluer. Il y a des tests, je ne vais pas vous casser la tête. Okay, il y a des tests, c'est pas très important pour vous. Par contre, on va voir la normale. Les aspects normaux du développement. Vous voyez, à la naissance, il y a déjà, on va évaluer en premier lieu les réflexes archaïques. Les réflexes cardinaux. En fait, ils disparaissent progressivement pour céder la place à des mouvements volontaires vers 3-4 mois. Mais les deux derniers, le Graspin et le Moro, ils persistent.
Déjà, on a le réflexe de succion, on a les points cardinaux, également appelés au fait réflexe de recherche. La stimulation tactile de la joue, elle va entraîner une rotation de la tête vers le côté stimulé et le bébé ouvre la bouche pour téter. Ce réflexe contribue à faciliter l'allaitement au sein. On a le réflexe de Moro ou réflexe de défense ou on l'appelle aussi d'embrassement. Le nourrisson réagit à un stimulus soudain, lumière, son changement de position rapide, perturbation de la surface où il repose, etc., en écartant brusquement ses bras et ses jambes et les ramène dans un mouvement d'étreinte comme pour s'agripper à sa mère. On a aussi le réflexe de préhension, ce qu'on appelle le grasping réflexe. Quand une stimulation est effectuée sur la surface palmaire ou plantaire, le nourrisson effectue au fait une flexion ferme des doigts ou des oreilles ou des orteils du menton, pardon, stimulés. Sa prise est si forte qu'il est possible de soulever l'enfant en fait avec l'appréhension. On a la marche automatique, réflexe aussi de redressement qu'on l'appelle ou bien on l'appelle aussi grasping plantaire. Lorsque le nourrisson en fait est placé en position verticale et qu'on lui fait toucher une surface solide avec les pieds, il se redresse en étendant ses jambes et son tronc en étant légèrement incliné vers l'avant et se met à marcher spontanément un bref moment sans contrôle postural. Il peut marcher comme ça un peu. C'est une marche automatique. On a le réflexe d'allongement croisé et l'incurvation latérale. Bon, ça c'est assez simple pour les réflexes. Pour le tonus, on a un tonus passif, l'hypertonie des membres, l'attitude en croix de réflexion en genou, les angles poplités, l'angle pied-jambe, la manœuvre du foulard, le coude ne dépasse pas la ligne médiane lorsque la main de l'enfant est amenée vers son épaule contralatérale. On a l'hypotonie de la tête et du tronc, absence de tenue de la tête, bien sûr, tête ballante à un certain âge, flexion du rachis en position assise. Là, on parle à l'état normal quand il est nouveau-né. Tonus actif, manœuvre de redressement, on a déjà parlé. Et la manœuvre du tiret assis. On va évaluer aussi la motricité. On va évaluer l'appréhension, le grasping et le développement affectif et social, bien évidemment. C'est ici que commence notre cours en fait. On a les principales étapes du développement à partir de 2 mois. Je vais vous résumer tout ça. Donc, bon, pour les manœuvres là, la manœuvre du tiret assis, pour le tonus actif, la manœuvre du tiret assis, c'est pas un réflexe archaïque, c'est juste pour voir s'il tient sa tête. Et le tonus par redressement, c'est un réflexe aussi, ok, c'est des réflexes. Et aussi l'anecdote que j'ai tellement aimée dans ce cours, c'est que faut savoir que notre empreinte, elle représente quoi au fait? Notre empreinte, elle représente le courant de notre liquide amniotique dans le ventre de notre mère. Comment il circulait. C'est tellement fascinant la médecine, j'adore ces anecdotes et je les partage avec vous. Donc, il faut savoir que pour les dents, il y a beaucoup de questions sur ça. À partir de 6 mois, il y a la dentition. Donc, faut pas donner la nuit un biberon. En fait, c'est avant le coucher qu'on lui donne ou après l'éveil le matin. Parce qu'il faut brosser dès la première dent. Faut qu'il y ait un brossage, ok? Donc, on commence par les acquisitions motrices et posturales. À 2 mois, il doit avoir la capacité de tenir sa tête. À 4 mois, il doit y avoir une disparition du redressement qui va réapparaître après. On va voir, il va réapparaître à 8 mois. Il y aura réapparition du redressement, mais de 4 à voire, on va dire 6-8 mois, il y aura la disparition du redressement. À 6 mois, il y aura la position assise avec appui. Donc, je vous dis juste l'essentiel. À 8 mois, il y aura réapparition du redressement et la tenue assise sans appui à 9 mois. Puis avec appui. Après, on aura position debout sans appui. Puis, on aura 11-12 mois marche avec appui. 15 mois, on aura la marche sans appui. Puis, on aura 2 ans, il descend les escaliers sans alterner, comme les vieux, en fait, sans alterner, mais comme les vieux.
Puis on a en alternant à l'âge de 3 ans, puis il va faire carrément du vélo de 4 à 6 ans. Donc c'est comme ça qu'on va évaluer. Pour les acquisitions manuelles, donc ce qui est important à retenir, c'est le septième mois, l'appréhension en pince inférieure et l'appréhension en pince supérieure à l'âge de 9 mois entre la base du pouce et l'index. Donc 12 mois maximum, il doit avoir la capacité de tenir sa pince supérieure. Ok? Et puis on a, là c'est tout ce que vous devez savoir. Puis les acquisitions sensorielles. Donc là c'est simple, la poursuite oculaire, l'orientation au bruit. Puis on a l'acquisition du langage. Il dit que quelques voyelles à l'âge de 2 mois. À l'âge de 4 mois, il gazouille. À l'âge de 6 mois, il babille. Il dit des la. Puis les monosyllabes, baba, baba, par exemple, voilà, à 7 mois. Puis à 8 mois, il répète une syllabe. Voilà, donc là, il va dire baba. Puis à 9 mois, il va dire papa, maman et tout. Puis à 10 mois, il aura le monosymbole. Puis 10-11 mois, il va combiner quand même deux mots, trois mots. Donc vous voyez jusqu'au 15e, voire 18e mois, jusqu'à 2 ans carrément, il ne pourra qu'explorer au fait des premières phrases, voire deux, trois mots. Donc c'est pas parce qu'il a 2 ans et qu'il dit juste deux, trois mots, vous allez dire qu'il a un retard. Et ça, c'est très fréquent. À l'âge de 3 ans, il va commencer les pourquoi et les comment. Puis, en fait, à l'âge de 4-6 ans, il y a la fin du jargon. Et puis, jusqu'à 6 ans, il va commencer le langage écrit. Donc, c'est pas à l'âge de 3 ans, vous allez lui dire, vous devez écrire. Ok. Puis, on termine. Donc, vous avez une réponse par un sourire à l'âge de 2 mois. Vous avez des rires aux éclats à l'âge de 4 mois. À 5 mois, il sourit à son image dans le miroir. À 6 mois, il réagit à son prénom. En an, à 8 mois, il y a une angoisse de l'étranger. Donc, il ne peut pas rester avec les autres et tout. Et puis, on a 11-12 mois. Il répète des actes qui l'ont fait rire. À 15 mois, il montre du doigt. À 18 mois, il imite les tâches domestiques. À l'âge de 3 ans, il a le complexe d'Oedipe. Et puis à l'âge de 4-6 ans, il joue collectivement avec les autres enfants. Donc pour terminer notre cours, quand on va évaluer tout ce développement psychomoteur de l'enfant, on va aussi, voir donc non seulement les étapes du développement psychomoteur qu'on a vu dans ce tableau, mais on va voir aussi le redressement en position debout. Il est d'abord présent, puis il disparaît, comme on a dit, le redressement, il disparaît de 4 à 6 mois avant de réapparaître avec le contrôle supérieur à l'âge de 8-9 mois. Donc là, c'est la normale. C'est pas parce qu'il disparaît, vous allez dire que oh, c'est pas la normale. Après, vous allez voir le sommeil. Pour le sommeil, de 0 à 3 mois, c'est 20 heures avec 2 réveils nocturnes. À l'âge de 4 mois, c'est un rythme nictéméral. À l'âge de 6 mois, c'est 15 heures de sommeil avec 2 siestes par jour. De 1 à 4 ans, vous avez 13 à 14 heures de sommeil avec une sieste dans la journée. Et quand il est adolescent, c'est 8 à 9 heures avec, voilà, préconiser des heures régulières et tout de sommeil. Et de coucher, donc de lever et de coucher. Donc voilà, pour le contrôle sphinctérien, vous avez la propreté diurne, c'est dès 18 mois à 2 ans. La propreté nocturne, c'est vers 2-3 ans. Et vous avez la propreté totale, c'est à 3 ans. Mais il faut savoir que même jusqu'à plus de 5 ans, on pourrait avoir des énurésies. Après ça, on parlera d'énurésie. Voilà, on a la continence fécale, bien sûr, puis vésicale. Voilà, il retient ses caca, puis ses pipis. Voilà, donc pour le diagnostic d'un trouble neurodéveloppemental, cette plaque, elle est hyper importante. Donc l'évaluation du développement psychomoteur nécessite plusieurs examens successifs, comme j'ai dit, car le diagnostic d'un retard psychomoteur est d'autant plus difficile que l'âge de l'enfant est jeune, je l'ai déjà dit. Il faut aussi tenir compte de la variabilité, comme j'ai dit, interindividuelle du développement psychomoteur. Certains signes à un âge donné doivent toutefois alerter. Il s'agit des signes d'alerte du développement psychomoteur anormal. Ceci, c'est des trucs d'examen 100%.
Donc, si vous avez l'absence de tenue de la tête à 4 mois, c'est pas normal. La normale, c'est à 2 mois, mais on attend jusqu'à 4 mois. Si ça, à 4 mois, il ne tient pas sa tête, c'est anormal. Deuxième truc anormal, deuxième truc qui dit qu'il y a un retard de développement psychomoteur, c'est la persistance des réflexes archaïques. La normale, c'est que 3 4 mois, il n'y a plus les réflexes archaïques. Il n'y a que deux qui persistent. À l'âge de 6 mois, s'ils sont toujours là, c'est-à-dire il y a un problème. S'il y a absence de préhension volontaire, normal, c'est 5 6 mois. Donc, si il ne prend pas la préhension volontaire à 7 mois, c'est anormal. L'absence de tenue assise à 9 mois, c'est anormal. La normale, c'est 8 mois. S'il ne se tient pas une tenue assise normale, il s'assoit normalement jusqu'à 9 mois, c'est anormal. L'absence de la marche, la normale, elle a dit 11 12 mois. On peut aller jusqu'à 2 ans. S'il ne marche pas, c'est anormal. L'absence de parole, elle a dit la normale, c'est 11 jusqu'à 18 mois. S'il ne parle pas jusqu'à 2 ans, on va dire, on va jusqu'à 2 ans, là, c'est anormal. Et puis on a l'absence de phrases ou 5 mots jusqu'à 3 ans. La normale c'est 2 ans, etc. Mais jusqu'à 3 ans on peut y aller, c'est la normale. Après, donc si jusqu'à 3 ans il ne parle pas, il ne dit même pas 5 mots, là c'est anormal. Ces 7 trucs, c'est important de les retenir. C'est tout ce que je vous dis, faut les retenir. Vraiment, faut les retenir. C'est les trucs importants de ce cours. Donc pour conclure notre cours, l'évaluation du développement psychomoteur est systématique surtout au cours des 2 premières années de vie. Pourquoi? Car on a dit c'est là que le cerveau se développe. La variabilité interindividuelle du développement psychomoteur peut nécessiter une évaluation psychométrique plus approfondie par des échelles de développement. Voilà, je vous ai dit c'est pas de votre niveau, mais c'est bien de connaître qu'il y a des échelles pour évaluer. Les répercussions sociales et familiales imposent un dépistage et une prise en charge précoce des troubles neurodéveloppementaux. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est un cours assez général. Il y a des trucs à retenir, il y a beaucoup de chiffres, c'est pas très important. Retenez juste la normale. C'est les trucs là que je vous ai dit que c'était un normal. Et c'est tout. Après, c'est pour votre culture générale et je vous remercie.